Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, Inch'Allah, nous allons continuer à parler des machines à courant continu. Donc, Radin Choufouliuma, d'accord, la force électromotrice, et on va voir pourquoi est-ce qu'on doit, c'est-à-dire utiliser un rhéostat, d'accord, pour démarrer la machine à courant continu. Donc, on va parler donc, de la machine à courant continu, machine à courant continu. Donc, on a déjà vu, d'accord, lors des dernières vidéos, que la machine à courant continu, normalement, elle était réversible. Elle est réversible, elle est toujours réversible. Réversible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le terme réversible? Ça veut dire qu'elle peut aussi bien, c'est-à-dire travailler en tant que moteur, en tant que moteur, comme elle peut travailler, d'accord, en tant que génératrice. D'accord, en tant que génératrice. Alors, en tant que moteur, ça veut dire que, je vais faire rentrer, c'est-à-dire en tant que moteur, je vais faire rentrer, c'est-à-dire, je vais alimenter le moteur avec une tension U, d'accord, un courant I, c'est-à-dire une énergie électrique, d'accord, énergie électrique, ou radin kharij, un couple. Je vais sortir un couple, d'accord, donc un couple, une puissance mécanique, c'est oméga. Hada, le moment, il ira la machine en tant que moteur. Alors, le moment, par exemple, on va travailler en tant que génératrice. Donc, on dit la génératrice, d'accord, la génératrice. Alors, la génératrice, ça veut dire qu'elle doit sortir, elle doit faire sortir un courant électrique, un courant électrique sous une certaine tension, donc un courant électrique sous une certaine tension, ou bien sûr, je vais l'alimenter avec un couple donné, d'accord, une puissance mécanique donnée, d'accord, c'est oméga. Alors, par exemple, nous avons des génératrices, d'accord, c'est-à-dire qu'il y a par exemple des turbines. Les turbines, elles sont alimentées par de l'eau, c'est-à-dire qui parvient d'une steppe ou d'un barrage, d'accord, ou avec de la chute d'eau, c'est-à-dire la rotation de la turbine qui est reliée à un alternateur, ou bien sûr l'alternateur il va délivrer un certain courant sous une certaine tension. Donc les deux types, d'accord, c'est-à-dire de travaux en tant que machine à courant continu, et voilà ce que ça veut dire la réversibilité des machines. Bon, alors nous allons, c'est-à-dire prendre les deux cas, le cas de le moteur, le cas de la génératrice, ou c'est-à-dire à quoi est égale la force électromotrice au niveau du moteur et à quoi est égale la force électromotrice au niveau de la génératrice. Donc la force électromotrice, normalement, elle est créée par le flux développé par le champ magnétique, d'accord. Donc je vais prendre ici, c'est-à-dire le cas, c'est-à-dire le moteur, le cas moteur, ou le cas de la génératrice, ou c'est-à-dire la force électromotrice. Alors pour un moteur électrique, pour un moteur, d'accord, au cas où la machine travaille en tant que moteur, nous avons ce qu'on appelle par la force contre-électromotrice. Nous avons ce qu'on appelle par la force contre-électromotrice. On dit le cas de le moteur. Le cas de la génératrice, d'accord, nous avons une génératrice, à ce moment-là, nous avons ce qu'on appelle par la force électromotrice. Force électromotrice. C'est des appellations, donc force contre-électromotrice et force électromotrice. Normalement, d'accord, c'est le même travail que font les deux forces. Bien. Alors je vais prendre, c'est-à-dire l'induit, je vais présenter l'induit, c'est-à-dire la symbolisation schématique de l'induit, et je vais voir ici, c'est-à-dire comment est-ce que je peux déterminer la force électromotrice au niveau de l'induit de mon moteur, et je vais voir comment je vais calculer la force électromotrice de l'induit au niveau
hein, de ma génératrice. Donc, normalement, l'induit, d'accord, je vais appeler ça, on l'appelle donc l'induit en cas de moteur M, d'accord, avec un tiret en bas, d'accord, cet induit, normalement, il est alimenté par une tension U, d'accord, et bien sûr, c'est-à-dire que nous avons la circulation du courant I à l'intérieur de l'induit, d'accord, et ici, on met, voilà, ça c'est, si je voulais, c'est les balais, d'accord, de mon induit. Et ce schéma, il est équivalent, d'accord, à ce schéma, puisque nous avons l'induit un bobinage, ça veut dire que nous allons avoir une résistance au niveau du fil, et nous avons bien sûr la création de la force électromotrice. Donc là, c'est équivalent, d'accord. Donc je vais représenter ici la résistance du, d'accord, c'est-à-dire le bobinage des indies, où là j'ai bien sûr la force électromotrice, d'accord, que je vais appeler, c'est-à-dire la force contre-électromotrice, E'. Et bien sûr ici, voilà, j'ai une certaine tension d'alimentation U. Ici, bien sûr, j'ai le plus, j'ai le moins. J'ai, c'est-à-dire, sous cette tension, bien sûr, je vais avoir un courant I qui va circuler. Donc, là, c'est le schéma, il est équivalent, c'est le schéma équivalent de l'induit en cas de moteur. C'est bon. Alors, je vais, avant de partir plus loin, je vais faire le schéma en tant que génératrice, comme ça, Rabbi Chefou, hein, les deux cas en même temps. Alors, en tant que génératrice, qu'est-ce qui va changer? Au lieu d'avoir M, je vais avoir G. Donc, ma génératrice, ailleurs. Au lieu de M, je vais avoir G. D'accord? Donc, toujours est-il. Donc, je vais sortir ici. J'ai l'alimentation sous une certaine tension, d'accord, qui va alimenter ma génératrice. D'accord? La tension qui alimente ma génératrice. D'accord? Et bien sûr, en tant que schéma équivalent, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, bien sûr, ici la résistance. La résistance, ici, ici, c'est le courant qui va sortir. Hein. Je fais sortir un courant, d'accord? Ici, je fais sortir un courant I. Hein. Je fais sortir un courant I. Alors, j'ai la résistance, j'ai la force électromotrice à ce moment-là, donc une force GE. Ici, j'ai E', d'accord? Donc, j'ai oublié de vous dire ici, la force contre-électromotrice, d'accord, on l'appelle E'. La force électromotrice, on l'appelle E. Hein, c'est des appellations, donc vous devez être capable c'est-à-dire entre la force contre-électromotrice, le moment où les radiates vous avez E', ou la force électromotrice, le moment où les radiates E. Alors ici, bien sûr, le courant, comme j'ai dit, il va sortir. Ici, le courant, il rentre à l'induit. Donc, j'ai une certaine alimentation sous une certaine tension U, d'accord? Tension U, d'accord? Et j'ai bien sûr un courant qui va sortir. Hein? Donc, ça, c'est la différence qu'il y a entre le courant I qui va sortir. Donc, là, c'est une génératrice. Et là, c'est un moteur. Génératrice, elle est désignée par la lettre G, moteur désigné par la lettre M. C'est bon. Bien. Radin Chefou pour les deux cas, d'accord, à quoi est égale hein, cette force électromotrice? Alors ici, bien sûr, on va appliquer ce qu'on appelle par la loi de May. On va appliquer la loi de May. Les deux cas, on va appliquer la loi de May. Alors ici, ça veut dire U va être égal. Donc quand je fais circuler un courant ici, je vais avoir ici une tension RI. La tension RI. Une tension RI dans le sens comme ça. D'accord? Ça, c'est la tension RI. Et j'ai bien sûr ici la tension, la force contre-électromotrice qui en volts également, E', qui est dirigée dans ce sens. Ça veut dire que U va être égal à E' plus RI. E' plus RI. Voilà la valeur de la tension, d'accord, qui va alimenter mon induit. Elle est égale à la force contre-électromotrice plus la chaîne de tension que j'ai ici, RI. De là, je vais tirer E', d'accord, E' qui est égal à U moins RI.
Voilà la valeur, d'accord, de la force contre-électromotrice. Ça, c'est la force contre-électromotrice dans le cas, d'accord, où j'ai, c'est-à-dire le cas de moteur. Alors, si je prends le cas génératrice, je vais tracer également, donc ici, sous cette tension, donc je vais avoir c'est-à-dire une tension ici, RI, dont le sens il va être opposé au sens du courant, donc la tension RI dans ce sens, et bien sûr j'ai E toujours dans le même sens. De là, je vais dire que U va être égal à E moins RI. D'accord? Et je tire la force électromotrice, E, qui va être égale à U plus RI. Donc en cas de génératrice, voilà, ça c'est la force électromotrice. Donc voilà, ça c'est-à-dire vous pouvez toujours sortir ces formules à partir de la loi de May, d'accord? Je ne rentre pas dans les détails de la loi de May parce qu'on a déjà vu ça auparavant. Donc à partir, c'est-à-dire de la loi de May, je peux calculer la tension d'alimentation de ma génératrice et je peux calculer la tension d'alimentation de mon moteur et sortir la force contre-électromotrice ici et sortir la force électromotrice ici. Bien. Alors maintenant, nous allons voir, c'est-à-dire la valeur de cette force électromotrice en fonction, d'accord, c'est-à-dire des paramètres de constitution de notre machine à courant continu. Bien. Alors nous allons voir, c'est-à-dire la valeur de la force électromotrice, d'accord, en fonction de la composition de la machine à courant continu, à savoir le nombre de paires de pôles, les faisceaux, et puis en fonction de la vitesse et en fonction du flux, d'accord, du champ magnétique. Alors, normalement, E, d'accord, la force électromotrice, E, d'accord, elle est égale à P sur A, d'accord, que multiplie grand N, que multiplie petit n et que multiplie le flux. Donc ça, c'est la valeur de la force électromotrice. Alors, P, c'est le nombre de paires de pôles. P, c'est le nombre de paires de pôles. Donc, vous pouvez toujours revenir à la vidéo numéro normalement 110 et 210, pardon. Au vidéo numéro 210 et 211, d'accord, c'est-à-dire voir un peu la constitution de la machine à courant continu, son travail et qu'est-ce que ça veut dire, le nombre de paires de pôles. Petit a, c'est le nombre, d'accord, le nombre de paires de voies d'enroulement. Nous allons voir également de voies d'enroulement. On a déjà parlé des faisceaux. Donc, si vous avez regardé la vidéo 211, vous allez savoir ce que c'est que le nombre c'est-à-dire de paires de voies d'enroulement. Je mets entre parenthèses ici les faisceaux. D'accord? Nous avons bien sûr N. C'est le nombre de conducteurs. Nombre de conducteurs. Alors bien sûr, c'est-à-dire que ce soit le stator ou le rotor, donc c'est un bobinage d'Ikein. On va dire que le bobinage il est constitué bien sûr de fils. Alors dans chaque faisceau, maintenant, il y a un certain nombre de fils. Donc là, il y a N, c'est le nombre de conducteurs. Il y a le nombre total des fils, d'accord, qui font le bobinage, aussi bien via le rotor ou via le stator. On a bien sûr petit n, donc la différence entre grand N et petit n. Petit n, c'est la vitesse de rotation. Petit n, c'est la vitesse de rotation, d'accord, via l'induit. La vitesse de rotation induit. Elle est normalement en tours par seconde. Tours par seconde. Voilà. Donc petit n, la vitesse de rotation via l'induit en tours par seconde. N, c'est le nombre de conducteurs. Petit a, le nombre de paires de voies d'enroulement. Et P, d'accord, nombre de paires de pôles. Ou phi, bien sûr, c'est le flux. Phi, le flux du champ magnétique. Flux, via le champ magnétique. Donc vous voyez ici, c'est-à-dire E, c'est-à-dire la force électromotrice, elle est proportionnelle, d'accord, au flux magnétique, elle est proportionnelle à la vitesse
de rotation c'est-à-dire de mon moteur. Donc, les deux paramètres ado influencent, d'accord, sur le champ magnétique. P, A et N, normalement, ils sont donnés par le constructeur, c'est la fabrication via le moteur. Donc, ça veut dire que P, A, N, c'est une constante. La valeur d'accord, P, A, N, c'est une constante que je vais appeler K, grand K. Dépend, c'est-à-dire, quand vous allez acheter un moteur électrique, bien sûr, le nombre de paires de pôles, c'est-à-dire A, le nombre de voies d'enroulement, plus la quantité des fils que constitue le bobinage, ils sont donnés par le constructeur, donc vous n'allez rien faire pour ça, d'accord? Donc, c'est une constante. De là, je vais pouvoir écrire, bien là, E va être égal à cette constante K, d'accord, qui multiplie la vitesse de rotation et qui multiplie le flux du champ magnétique. C'est-à-dire la valeur de la force électromotrice, et on voit bien la force électromotrice, elle est proportionnelle à la vitesse ou proportionnelle au flux magnétique. Au-delà, petit n, c'est-à-dire la vitesse de rotation de mon moteur, va être égale, d'accord, à E sur K que multiplie le flux magnétique. Donc je vais mettre un peu de place pour continuer, d'accord, à raisonner sur ces deux formules, d'accord. Je vais effacer un peu ici, d'accord. Je vais effacer ici pour mettre un peu plus d'espace et je vais reprendre les formules que je viens de marquer ici, d'accord. Donc de là, c'est-à-dire que E va être égal, si je prends une constante, ces valeurs, K fois N fois phi. Ça veut dire que petit n va être égal à E, d'accord, sur K fois phi, d'accord. Et comme, donc je vais effacer ici. Et pour un moteur, on a vu tout à l'heure, normalement, que U, d'accord, la force contre-électromotrice, si vous voulez, E, elle est égale à U, d'accord, moins RI. Et pour une génératrice, on a vu que E, normalement, elle est égale à U plus RI. Alors, si je prends l'un des deux cas, je prends par exemple pour un moteur, à ce moment-là, je vais avoir petit n qui va être égal, je remplace, si je mets ici E', je remplace E' par sa valeur, ça veut dire, va être égal à U moins RI, d'accord, sur K fois phi. Et ça, c'est-à-dire le cas de moteur électrique. Et pour le cas d'une génératrice, donc petit n va être égal à U plus RI, d'accord, sur K fois phi. Alors, dans les deux cas, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que si par exemple phi est égal à 0, c'est-à-dire au démarrage, c'est-à-dire c'est le but que je veux atteindre. Où on dit par exemple le flux du champ magnétique égal à 0, qu'est-ce qui va arriver pour la vitesse de rotation? Alors, si phi égale à 0, la vitesse de rotation petit n va s'emballer, elle va être très élevée. Très élevé. Oui, quand la vitesse très élevée, comme la vitesse normalement de rotation, elle est proportionnelle au courant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un courant de démarrage qui est très important. Alors, c'est pour ça, c'est-à-dire l'utilité d'utiliser un rhéostat. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on doit utiliser un rhéostat? Justement pour minimiser, d'accord, pendant le démarrage, minimiser l'intensité de démarrage. On va voir ça tout de suite. Donc, je vais effacer, d'accord, pour continuer, d'accord, pour voir un peu pourquoi est-ce qu'on doit utiliser un rhéostat. Bien, alors nous allons voir maintenant, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on doit utiliser un rhéostat. On va prendre le cas d'un moteur à courant continu, d'accord, moteur courant continu. Et on a vu tout à l'heure que pour un moteur à courant continu, U, il est égal à E, d'accord, E' plus RI. D'accord. De là, je vais tirer I, qui est égal à U moins E', d'accord, sur R. Ça, c'est la valeur du courant. Alors, pendant le démarrage, c'est-à-dire au moment où le moteur il va décoller, c'est-à-dire je vais avoir, c'est-à-dire la valeur
hein, de la force électromotrice qui va être nulle. Hein. C'est au moment de décollage du moteur, c'est ça qui m'intéresse pour voir un peu hein, ce démarrage, hein, qu'est-ce qu'il va représenter. Donc au moment du décollage du moteur, d'accord, je vais avoir E' qui va être égal à 0. Et à ce moment-là, je vais avoir le courant I, d'accord, que je vais appeler de démarrage, qui va être égal à U sur la résistance R. Hein? Alors je prends un exemple, d'accord. Si U par exemple égale à 240 volts, et la résistance, un exemple, égale à 1 ohm par exemple, cela veut dire que hein, je vais avoir, c'est-à-dire un courant de démarrage I qui va être égal à 240 ampères. Hein, chose qui est importante. Supposons que je prends, par exemple, c'est-à-dire une puissance pour un moteur, une puissance de 3,4 kW hein, pour un moteur donné. Je prends une puissance de 3,4 pour un moteur donné. Alors, ces 3,4, si je veux calculer, c'est-à-dire l'intensité nominale pour cette puissance, l'intensité nominale va être égale à la puissance sur la tension que j'ai, c'est-à-dire va être égale à 3400 divisé par 240 volts, et je vais trouver, d'accord, un ampérage égal 15 ampères. Alors, que représente 15 ampères par rapport à 240 ampères? Je vais trouver ici que le courant de démarrage, il est égal à 16 fois le courant nominal, chose qui est très importante. Donc, vous voyez ici, hein, au démarrage de mon moteur, hein, d'accord, c'est-à-dire la force électromotrice au décollage, elle est nulle. Ça veut dire que le courant de démarrage va être égal à la tension sur ma résistance. Et comme la résistance, elle est de 1 ohm, et la tension, elle est de 240 volts, je trouve une intensité de démarrage de 240 ampères. Alors si je prends un exemple d'un moteur de 3,4 kW, je vais trouver une intensité nominale de 15 ampères. Ça veut dire que le courant de démarrage, il est 16 fois l'intensité nominale, chose qui est très importante et je risque de cramer mon moteur. Alors, quelle est la solution? Normalement, le courant de démarrage idéal, d'accord, pour un moteur à courant continu, varie entre 1 et 1,5. Courant nominal, courant de démarrage, il varie entre 1 et 1,5 l'intensité nominale. Ça, c'est-à-dire pour un moteur à courant continu, la normalisation entre 1 et 1,5 fois le courant nominal. Donc c'est à nous de choisir, hein, c'est-à-dire l'intensité avec laquelle on veut démarrer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, nous devons, c'est-à-dire faire chuter cette intensité de démarrage, d'accord, pour s'approcher hein, à ces valeurs. Alors, quelle est la solution? Alors, la solution, bien sûr, c'est de monter en série hein, avec ma résistance, une autre résistance, d'accord, que je dois calculer et qui va me donner l'intensité hein, que je cherche. Ça veut dire que je vais avoir hein, l'intensité que je vais chercher, U, que je cherche, je vais l'appeler I D chercher, I de démarrage que je cherche, d'accord, va être égal, c'est-à-dire à la tension que j'ai sur, puisque je vais monter une résistance en série, donc grand R, plus, je vais appeler un R par exemple, je vais l'appeler H, RH. D'accord? Ça veut dire que cette résistance hein, qui va me donner ce courant de démarrage que je suis en train de chercher va être égale. La résistance que je cherche va être égale. RH donc va être égal à U sur I, d'accord, moins la résistance que j'ai. Hein? Donc si je sors RH de cette formule, je vais avoir U sur I de démarrage que je cherche, moins cette résistance. Supposons que je veux par exemple un I de démarrage que je cherche qui doit être égal à 1,5 par exemple le courant nominal. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, le courant nominal que j'ai trouvé, IN égale à 15 ampères, ça veut dire que I que je cherche doit être égal à 15 qui multiplie 1,5 va être égal à 22,5 ampères. Voilà le courant de démarrage que je cherche. Et puis, bon, comme j'ai la résistance, elle est égale à 1 ohm de tout à l'heure, avec une tension de 240, je vais trouver
une résistance RH qui va être égale à la tension de 240 volts divisé par 1, d'accord, divisé par le courant de démarrage que je cherche, pardon, divisé par 22,5, d'accord, moins 1. Et je vais trouver la valeur de la résistance que je dois ajouter en série avec ma résistance égale à 9,67 ohms. Alors, si je prends, c'est-à-dire la formule de tout à l'heure, d'accord, et j'applique, c'est-à-dire ici, le courant de démarrage que je cherche, je mets cette valeur de 9,67 plus 1, et bien sûr ici 240 volts que j'ai c'est-à-dire de réseau, je vais trouver une intensité de démarrage qui est égale à 22,5 ampères, qui est valable, c'est bon. Donc comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? C'est l'utilisation bien sûr d'un rhéostat. Ce rhéostat il va être monté en série avec ma résistance grand R. Et je vais pouvoir faire varier, d'accord, la valeur de cette résistance en fonction de la valeur du courant que je cherche. Comme ça je vais avoir un démarrage avec une intensité faible et je vais protéger mon moteur de cette façon. D'accord? Donc voilà l'utilité d'utiliser un rhéostat. C'est pour protéger le moteur au moment de démarrage, parce que pour un moteur à courant continu, l'intensité de démarrage elle est très importante. Voilà, donc c'était un petit cours d'accord sur la force électromotrice et puis c'est-à-dire l'utilisation d'un rhéostat. J'essaie de parler français-arabe, donc il a plus de français que d'arabe. J'essaierai la prochaine fois, Inch'Allah, de faire le mélange comme vous avez demandé. Voilà, je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.